En manchette, aujourd'hui, un nouvel outil pour connaître la situation aux urgences et l'économiste en chef de Desjardins nous parle de prévision économique pour 2023. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Débutons ce bulletin tout d'abord en vous avisant, ça vient de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de la municipalité, que l'avis d'ébullition préventive émise suite à un bris d'aqueduc survenu le 25 janvier dernier, bris affectant les rues Grande-Côte, Sainte-Philomène, Petit-Bois et Roger-Boudreau et tout le domaine de Grand-Pré, eh bien cet avis est maintenant levé. Allons-y maintenant avec la santé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, souligne à la suite de la mise en place de la cellule de crise et de l'implantation de nouvelles mesures destinées à diminuer la pression sur les urgences que la situation commence à montrer des signes d'amélioration. Le travail se poursuit pour consolider les acquis à plus long terme. Le ministre annonce également le lancement d'un nouvel outil d'information destiné à la population pour fournir un portrait plus précis de la situation dans les urgences des hôpitaux du Québec. Le ministre Dubé s'était engagé à rendre publiques les données additionnelles sur les urgences et il honore ainsi cet engagement. Alors que le gouvernement continue d'être transparent pour rendre le réseau plus humain et plus performant, nous dit-on, un nouvel outil d'information est donc disponible afin de fournir un portrait plus précis des données relatives aux urgences du réseau. Cet outil présentera à terme les données de 7 indicateurs, dont 5 sont déjà disponibles sur le site québec.ca/situation urgence au pluriel. L'un des objectifs de cet outil est d'informer les Québécois quant aux alternatives à l'urgence qui s'offrent à eux. Ces nouvelles données leur permettront de se faire une idée sur la situation dans les urgences de leur région et des alternatives qui s'offrent à eux, comme la prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé ou un appel au 811. Elles donneront une image plus précise de l'occupation réelle des différents services d'urgence puisque actuellement, seules certaines données comme la durée moyenne de séjour et le taux d'occupation sur civière sont disponibles pour la population, ce qui ne prend pas en compte l'achalandage dans les salles d'urgence. On va regarder juste à l'arrière. On donne un exemple de ce nouveau service. Donc, on va au site québec.ca, santé, situation dans les urgences du Québec. On choisit, donc on arrive à cette page. Si on regarde, évidemment, on a les informations. On a pour l'ensemble du Québec, évidemment, ça peut être intéressant, mais on veut surtout savoir dans notre région. Donc, comment on se rend à cet endroit? Eh bien, on choisit le nom de l'installation. On veut un hôpital dans Lanaudière. Voilà, il y a 2 choix possibles. On descend, on continue. Donc, on arrive à l'hôpital de Lanaudière et on a le taux d'occupation. Donc, 197 %, 85 personnes à l'urgence à ce moment-là, 6 personnes qui attendaient de voir un médecin et la durée de séjour des personnes dans la salle d'attente, donc la salle de veille, 4 heures 4 minutes. La durée moyenne du séjour des personnes en attente sur une civière, donc 17h20. On parle évidemment de statistiques toujours de la veille. Et éventuellement, on aura le délai moyen avant de voir un médecin. Ça s'ajoutera au tableau. Et l'attente estimée au 811, combien ça prend de temps là, pour pouvoir avoir de l'information. Donc, un nouvel outil. On a, tantôt c'est à l'hôpital de Joliette, on a celui de Le Gardeur, les mêmes, non pas les mêmes chiffres, mais les mêmes informations qui vous sont montrées. Si on va, pour les gens qui vont du côté de Louisville, des gens de Saint-Barthélemy ou peu importe,
On a évidemment le Centre multiservice de santé, l'Avelin d'Alco, c'est à Louisville. Donc, on aura les mêmes informations. On parle, le taux d'occupation civière, c'est 0. Nombre total de personnes à l'urgence, 6. Évidemment, ça nous donne de l'information. Si vous pouvez aller à ce moment-là à Louisville, bien, probablement que vous allez passer plus rapidement si on se fie aux statistiques. Voilà donc, évidemment, pour l'information du nouveau service, plus là, qui s'ajoute à la gamme de services en santé. On peut aller vérifier donc sur l'Internet avant vraiment de décider quel geste on va faire. Est-ce qu'on se rend au centre hospitalier à Lanaudière, à Joliette? On sait maintenant que l'attente sera de tant de minutes ou de tant d'heures. Et ça, évidemment, le gouvernement essaiera de rendre ce service de plus en plus performant. On poursuit nos informations. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Amélie Veilleux, 15 ans, de Joliette. Elle a été vue pour la dernière fois vers 17h30, le 28 janvier dernier, dans le secteur de Saint-Esprit. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Sa description, la taille, 1,65 m ou 5 pieds 4 pouces, son poids, 75 kg, 165 livres. Elle a les cheveux bruns, les yeux pairs, particularité, une tache de naissance sur le menton, côté droit. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait des pantalons de jogging gris et des souliers Nike blancs. Toute personne qui apercevrait Amélie Veilleux est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Amélie Veilleux peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. On passe maintenant à une nouvelle touchant la Chambre de commerce Berthier-Dautré. Eh bien, l'organisme vous pose une question, surtout si vous êtes en affaires. Êtes-vous bien protégé contre la cybercriminalité? Donc, un bon moyen de vous en assurer et de participer à une séance d'information sur la cybercriminalité qui sera donnée par Simon-David William du groupe ISM et Maître Daniel Grégoire, avocat du groupe Ratel. Donc, ce dernier donnera des précisions sur la loi 125. Évidemment, ça a un lien direct avec notre Internet. Ça se déroulera, cet événement-là, au Frontenac, rue Frontenac à Berthierville, mercredi le 22 février, de 17 à 19 h. Ça coûte 25 $ pour un membre, 35 $ pour un non-membre de la Chambre de commerce. Le nombre de places est limité. Pour s'inscrire, soit par Internet, info@ccIBA.org ou 450-836-4689. L'événement est organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, la Chambre de commerce de Brandon et le regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac.
À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 31 janvier, on souligne l'anniversaire de Denise Boutin. C'est souligné par la FADOC de l'Île-du-Pas. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 31 janvier. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Organisé par la Chambre de commerce des Moulins et d'autres organismes économiques de la Naudière, tenue il y a quelques jours, la conférence sur les prévisions économiques pour la région de la Naudière a permis à Joël Noro, économiste principal chez Desjardins, de brosser un portrait de la situation. Ça se fera en deux temps, une partie dans ce bulletin, la suite demain. Dans un premier temps, Mme Noro a confirmé que les prochains trimestres s'annoncent plus difficiles. Au sujet de l'économie mondiale, elle a laissé entendre que la récession semble imminente et que l'économie aux États-Unis se rapproche d'une période plus difficile. Même chose pour le Canada. Les perspectives économiques s'assombrissent, a-t-elle mentionné. Le Québec, a-t-elle ajouté, flirte même avec la récession. Et la Naudière. Mme Noro mentionne que la région n'échappera pas à la morosité générale, mais qu'elle a des atouts, notamment sa population qui est à la hausse. Dans un premier temps, l'économiste principal chez Desjardins explique sa vision de l'économie mondiale. On l'écoute. On commence avec l'économie mondiale. Donc, habituellement, en fait, puis très souvent, si on regarde les épisodes de récession qui ont lieu depuis le début des années 60, donc depuis 62, 63 ans. Il y a 46 récessions, mais ce ne sont pas des récessions mondiales. Il y a des récessions qui ont touché seulement certaines régions du monde. Les signes avant-coureurs qui étaient là dans la plupart du temps, en fait, pour une trentaine d'entre elles sur 46, il y avait un resserrement de la politique monétaire, ce qui veut dire une hausse importante des taux d'intérêt. Il y avait un choc pétrolier dans à peu près une douzaine de cas qui avait provoqué la récession. L'éclatement du bulle immobilière également. C'est notamment là, le cas pour la récession de 2008-2009. Crise bancaire, austérité budgétaire, choc de taux de change, choc de demande extérieure, puis encore plus récemment, pandémie. Parce qu'on a vécu quand même une récession là, en 2020 en raison d'une pandémie, et ça, c'est arrivé une seule fois. Mais il reste que parmi les éléments qui sont là, il y en a quand même plusieurs qui sont réunis au moment où on se parle pour faire en sorte qu'on se dirige vers une récession. Donc, on resserre la politique monétaire aux taux d'intérêt généralisés sur le globe. Choc pétrolier, on sait qu'au sortir des premiers confinements, on a connu une appréciation remarquable des prix de l'énergie. On parle du pétrole, mais on parle également du gaz naturel. Éclatement d'une bulle immobilière, à tout le moins à plusieurs égards. On a vu le prix des maisons s'apprécier énormément et on voit des reculs au moment où on se parle. On ne parle pas de crise bancaire, mais il reste quand même que plusieurs ingrédients sont réunis pour faire en sorte qu'on vive une récession. Si on va à la étape suivante, on va voir qu'on a, semble-t-il, tout le moins, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, le pire de l'inflation semble passer. Et on a vécu des hausses spectaculaires en termes de nombre, certainement pas à la mesure de ce qu'on a pu apprécier, ça a été extrêmement douloureux. Ça nous a rappelé des épisodes, dont celui des années 80, suite à un choc pétrolier, où on avait connu des hausses de taux et des hausses d'inflation absolument incroyables. Donc, on s'est retrouvé dans cette dynamique-là, après déjà affaibli, après la fameuse pandémie et les confinements qui nous permettaient de gérer un peu l'état de la santé de la population. Donc, baisse graduelle du taux d'inflation, à la lumière de plusieurs facteurs, on va y revenir. Donc, vous voyez que du côté de l'Europe, si on regarde à la droite complètement, les taux sont un peu plus élevés que ce qu'on
qu'on peut observer ici au Canada et aux États-Unis, notamment en raison des prix du gaz naturel. Il n'y a pas 56 000 façons de combattre l'inflation. Celle qui a fait ses preuves le plus souvent, c'est la hausse du taux d'intérêt. Dans ce plan, en fait, je vous dirais, à la lumière de ce qu'on fait de cette fameuse hausse de l'inflation-là, où on a vu qu'on avait une demande très pressante de la part des consommateurs et des entreprises et que l'offre pour répondre à ça ne s'ajustait pas, on a vu les taux s'ajuster. Donc, on a décidé d'agir sur notre fameuse demande et pour baisser la demande, on hausse les taux d'intérêt. Donc, à la étape suivante, vous allez voir que la majorité des grandes banques centrales ont dû agir avec force pour modérer la demande et contrôler, dans le fond, ce qu'on appelle les anticipations, ce que les gens attendent par rapport à ce que va arriver dans le futur en matière d'inflation. Donc, on voit qu'à partir de 2022, l'ensemble des 4 banques qu'on regroupe ici, mais on pourrait voir pour d'autres institutions, on a vu une hausse des taux d'intérêt se manifester avec une croissance quand même assez rapide par rapport à ce qu'on a connu. Il faut dire qu'on partait d'extrêmement bas historiquement. Si on avait fait remonter le graphique beaucoup plus loin dans le temps, on n'aurait pas vu en fait des taux aussi bas là, que ce qu'on peut observer pour 2020-2021. Donc les taux ont augmenté pour contenir la fameuse demande, faire en sorte qu'on ralentisse l'économie, ce qui fait en sorte qu'on parle à l'heure actuelle de récession. Si on va à la étape suivante, on va voir que pour l'année qui s'en vient, donc 2023, vous allez voir, on n'a pas encore le bulletin pour l'année 2022, on n'est pas début d'année. Ça prend toujours un certain temps pour avoir le bulletin, en fait, le taux de croissance de notre fameux PIB. PIB qui est la valeur de ce que produit l'économie en biens et services dans une année. Donc, pour l'année qui vient de s'écouler, on a quand même une croissance qui n'est pas négligeable. Il faut dire qu'on aussi, en plus, on était dans un rebond en 2021 suite à la récession de 2020. Il reste que vous observez que le bâtonnet se situe aux alentours de 2 pour l'année qui vient pour l'économie mondiale. Ce qui fait en sorte que certaines économies seront en récession, puis je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment en Amérique du Nord, et en Europe. Mais il reste qu'en Asie, certains pays vont quand même réussir à tirer leur épingle du jeu, ce qui fait que pour l'ensemble de l'économie mondiale, on aura peut-être un taux autour de 2 Mais on ne sait pas encore si la Chine tombera en récession comme telle. On sait qu'avec leur politique zéro COVID, ça a créé beaucoup de ralentissements au cours de l'année dernière. La fin de cette politique-là fait en sorte qu'à court terme, oui, ils sont plus affaiblis parce que beaucoup de gens sont malades, mais il reste que dans les mois à venir, il risque d'y avoir un certain rétablissement et on risque d'avoir aussi moins de ruptures dans les approvisionnements, donc une prévisibilité un peu plus grande, mais aussi peut-être une croissance de l'économie chinoise qui serait positive. Donc tout ça fait en sorte que pour l'année qui vient, on attend une récession mondiale autour de 2 ce qui est, en fait, si on compare par rapport à 2020, un choc beaucoup moins important. On passe maintenant au portrait économique, à l'analyse économique du Québec. Si on va maintenant du côté du Québec, on se rapproche toujours de la région. Donc, la récession semble déjà débuter. Pourquoi elle semble déjà débuter? Parce que on reçoit le bulletin finalement là, de notre économie avec notre fameux PIB. Donc, on reçoit notre bulletin à tous les trimestres. Et le troisième trimestre, donc la période de juillet au septembre, s'est avéré négatif. Si on devait avoir un trimestre négatif au quatrième trimestre, et ça, on aura des nouvelles seulement à la fin mars à cet effet-là, donc on pourrait parler techniquement de récession, mais au moment où on se parle, on ne parle pas de diminution de l'emploi, spectaculaire ou une diminution importante. En fait, l'emploi plafonne, et c'est ce qu'on va voir à la étape suivante. Donc, on voit que la progression de l'emploi s'essouffle peu à peu. Mais il faut dire que la demande est très, très grande aussi en même temps. Donc, oui, il y a un essoufflement, mais on s'attend aussi à ce que le taux de chômage, quand même, augmente quelque peu. Il faut dire qu'on a atteint des nouveaux records, notamment en novembre dernier, on était à 3,8 et qu'on a remonté à décembre à 4 Mais écoutez, ce sont des taux absolument incroyables. Il faut voir que dans les années 90, on avait des taux au-delà de 10 Il faut voir aussi que lors de la dernière récession, on a quand même monté assez haut. Donc, ce qui fait en sorte que
On s'attend pour l'année qui vient à ce que notre taux de chômage au Québec aille aux environs de 6 ce qui est quand même assez bon, sincèrement extrêmement bon. Donc, surtout si on parle d'un contexte récessionniste. Et on ne parle pas pour l'année qui vient, malgré le fait qu'on a peur de récession, on ne parle pas d'une baisse de l'emploi importante. Il pourrait y avoir une baisse de l'emploi, mais si elle pourrait être peu substantielle. Il pourrait même y avoir une croissance de l'emploi compte tenu du fait qu'on demande des gens un peu partout et des gens qui seraient mis à pied ailleurs pourraient contribuer à, pourvoir des emplois ailleurs là où on demande des travailleurs. Si on va à la synthèse suivante maintenant, on va voir que pour l'année qui vient de s'écouler, en fait, les salaires au Québec ont augmenté plus rapidement que la moyenne canadienne. Pour toutes sortes de raisons. Il faut voir qu'on a un taux de chômage plus bas que la moyenne canadienne. Il faut voir que notre taux de postes vacants est très élevé. Donc, on se bataille pour la première place, finalement, entre la Colombie-Britannique et le Québec. Donc, pour avoir le taux de postes vacants le plus élevé. Donc, la situation est extrêmement sérieuse. Et il y a bien une façon de pouvoir conserver, ou à tout le moins, attirer des travailleurs, oui, des conditions de travail, mais dans un contexte d'inflation, il faut voir qu'on augmente finalement sensiblement la tension sur le marché du travail. Donc, les gens exigent aussi des hausses et des hausses importantes ont été accordées. On voit qu'on a cumulé en matière de hausse, et pour le Québec, ce sont les bâtonnets qui sont verts, donc 8,1 et on voit qu'on a diminué quelque peu, on a revu une hausse à la fin de l'année, mais selon toute vraisemblance, on devrait voir des diminutions là, pour l'année qui vient, dans la mesure où on voit aussi baisser le taux d'inflation et on voit aussi qu'il va y avoir quand même une certaine détente sur le marché du travail compte tenu du fait qu'on sera en récession. Si on va à la séquence suivante, on va constater qu'au chapitre de l'habitation, c'est ça. Les mensualités moyennes, là, dans le fond, ont monté en flèche pour les nouveaux prêts hypothécaires. Donc, dans la région de la Naudière, il y a énormément de gens qui œuvrent dans cette part de la construction. Et ça vous donne un aperçu d'effort qui est demandé par rapport au passé pour les nouveaux prêts hypothécaires. Donc, on voit qu'il y a une charge qui est plus importante et ce n'est pas étonnant dans ce contexte-là de voir un essoufflement du marché de l'habitation et de la construction neuve. En fait, il faut dire qu'on a vécu un boom important là, en 2021, alors que la croissance finalement du marché de construction neuve a quand même connu une croissance importante. On pense à 2020, une croissance de 12 on parle d'une croissance de 25 des constructions neuves en 2021, donc c'est quand même pas négligeable. Pour l'année qu'on vient de vivre, 2022, il y a quand même eu un ralentissement au niveau des mises en chantier. On parle davantage d'une croissance là, qui serait une décroissance en fait autour de 16 et pour l'année qui vient, peut-être une croissance qui serait comparable. Ça demeure encore évalué, mais on sait que pour cette année, au niveau de la construction neuve, ce sera moins trépidant que ça l'était l'année dernière, ce qui pourrait nous situer aux alentours de 46 ou 47 000 mises en chantier pour le Québec là, dans l'année, ce qui se compare un petit peu plus bas que ce qu'on avait observé en 2019. Mais on a vécu une situation vraiment d'exception à ce chapitre-là, en espérant que ça puisse, en tout moins, tempérer les problèmes de recrutement dans le secteur de la construction, cette baisse de cadence-là, mais on ne parle pas d'effondrement. Si on va à la séquence suivante maintenant, ce qu'on constate, c'est que non seulement les mises en chantier ont diminué, mais les ventes de propriétés ont diminué aussi, et les nouvelles inscriptions sont en diminution également. Donc, on voit qu'il y a moins de frénésie sur le marché de l'habitation, sur le marché de la revente également. Il faut voir que les conditions qui ont favorisé l'espèce de boom qu'on a connu, qui était la pandémie, les confinements, le sort du télétravail, ces conditions-là sont en train de changer quelque peu. Donc, on ne peut pas soutenir non plus le rythme qu'on avait, ne serait-ce que même au niveau de la main-d'œuvre. Le prix des matériaux est en train de diminuer. On sait qu'au chapitre du bois aussi, il y a une diminution des prix qui s'observe depuis un moment et qui est encore en cours au moment où on se parle. Si on va à la séquence suivante maintenant, on va voir que si on se donne une vue d'ensemble, donc les prévisions de croissance économique, donc pour le Québec, on a toujours la fameuse ligne pointillée qui nous permet de voir où est-ce qu'on se situe. Donc, l'an dernier, on avait eu une croissance de 6 Ça, c'est ce qu'on appelle le PIB réel. On enlève tous les effets de l'inflation. Donc, cette croissance-là, elle faisait suite à une diminution importante en 2020. Donc, on a eu un rebond.
Pour l'année 2022, on s'attend à une croissance aux alentours de 2,7 %. Si on regarde pour l'année 2023, on s'attend à une légère diminution de moins 0,5 %. Puis si on compare par rapport à 2020, on voit qu'on ne parle pas d'une récession profonde. Donc, oui, un ralentissement, oui, il faut vivre avec des conditions qui ne seront pas nécessairement les mêmes, mais il reste quand même que ça demeure des conditions où on va connaître, je dirais, une baisse de rythme de l'activité économique. Mais là encore, au niveau de l'emploi pour le Québec, on ne s'attend pas à des baisses importantes au chapitre de l'emploi. Demain, lors de notre bulletin d'information, on terminera ce tour d'horizon en lien avec la conférence économique de Joëlle Norow, économiste principale chez Desjardins. Elle partagera alors sa vision économique pour l'Anaudière. Un dossier à suivre. Allons à la pause. Au CHSLD, le château de Berthier, le 14 janvier, à 91 ans, est décédée Mme Monique Rochelot-Corriveau, épouse de feu Roger Corriveau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Yves Corriveau, Sylvie Généreux, Pierre Corriveau, sa sœur Geneviève Rochelot, ses belles-sœurs Carmen Corriveau, Liette Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie les employés du CHSLD Le Château pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera le samedi, le 4 février, 13h30, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront en ce même lieu à 14h30. Mme Rochelot-Corriveau sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHSLD Parfila Ferland, le 24 janvier, à 85 ans, est décédée Mme Germaine Pagé, épouse de feu Réal Lavallée de Berthierville. L'ayant précédé sa fille Josiane Lavallée, elle laisse dans le deuil sa fille Martine Lavallée, ses petits-enfants Mathieu Gauthier, Audrey Gaudette, Marie-Ève Gauthier, Pierre-Olivier Lajeunesse, ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. Donc, madame, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 février de 9h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h30. Madame Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un temps ensoleillé avec des passages nuageux, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 16. Mardi soir, c'est généralement dégagé, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 23. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de moins 22, un temps ressenti de moins 30. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 21, un temps ressenti de moins 28. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 18. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 19. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 31 janvier. Demain, on se revoit. On débute février ensemble. À demain.